Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h GMT. Ils font la une des tabloïds depuis la proclamation des résultats de la toute première élection des conseillers régionaux. Leurs visages sont familiers aux Camerounais lambda, tellement ils sont habitués à les voir. Ils sont qui d'anciens membres du gouvernement, qui d'anciens hauts commis de l'État ayant exercé jusqu'au plus haut sommet de la préfectorale, qui des autorités traditionnelles très influentes, qui d'anciens hauts cadres des sociétés étatiques ou parapubliques, et même parfois des journalistes. On les annonce à la tête des exécutifs régionaux dont les élections auront lieu mardi 22 décembre prochain au cours de la session de plein droit, soit le deuxième mardi après la proclamation des résultats. Question, messieurs, le Cameroun a-t-il un problème avec le renouvellement de sa classe dirigeante? Madame, messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition du vendredi de 20h présentée par Nadine Yambou. Tout de suite, après le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Conseils régionaux, on prend les mêmes et on recommence. C'est une interrogation pour répondre à celle-ci. Nous avons invité en plateau Joseph Espoir Billon. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Serge Alain. C'est toujours un plaisir de venir dans ce plateau qui m'a fait découvrir à toute la nation camerounaise. Il faut savoir que le premier plateau qui m'a maintenu à la télévision, c'est le plateau d'Equinox Soir. Merci beaucoup, Serge Alain. J'avais envie un jour d'avoir l'occasion de rendre hommage à cet homme qui n'a pas cessé de me tendre la main chaque fois que le besoin était. J'avais envie de dire merci à Serge Alain autour, mais plus loin à M. Séverin Tchunke qui a permis que son plateau soit ouvert à des jeunes immatures, comme on aime bien m'appeler, et souvent j'ai envie de dire Mbrakata aussi. Je suis tout ça, je suis au fond de moi Joseph Espoir Billon, avec toutes ses imperfections, je suis un humain, je crois que je continuerai à le rester sans chercher la perfection, mais tout en aimant davantage le Cameroun. Joseph Espoir Billon, monsieur le maire, comment vous vivez tous ces projecteurs qui sont braqués sur vous depuis le 6 décembre? Comment vous vivez cette situation? J'avoue que le 6 décembre encore, ce n'était pas vraiment ça. Mais depuis quelques jours... Quelques heures après votre sortie, ça n'a pas commencé ou bien c'était au lendemain? Quelques heures après ma sortie, ça n'a vraiment pas commencé. Je suis rentré à la maison, c'était naturel, sauf que le lendemain, je n'ai pas pu aller au travail parce que ça allait dans tous les sens. Il y avait même des journalistes qui sont venus à mon domicile. Il y a un pick-up de police qui est passé par là. Je ne sais pas trop parce que ça fait moi je comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ils sont passés par là. Après, j'ai passé carrément toute la journée de lundi à la maison. Je suis pas allé. Je crois que Didier était passé au bureau me chercher. Je sais pas. Bref, beaucoup de gens m'ont cherché au bureau. Je suis pas allé. J'ai passé toute la journée à la maison. C'était pas facile. J'ai reçu pratiquement un nombre inimaginable de coups de fil. Comme je ne décrochais pas tous les appels, je crois que j'avais presque 123 appels manqués. Quelques rares appels que je décrochais, peut-être que j'ai décroché dans les 17 appels. C'était pas évident. Des appels venant de votre famille politique? De ma famille politique, oui. Aussi, et d'autres familles politiques. J'ai reçu beaucoup d'appels. Entre-temps, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu des appels des grandes personnalités, des gens qui ont l'habitude d'occuper. Comme j'ai le journal devant moi avec la photo de Maître Alice, comme je veux dire par exemple que j'ai reçu son appel, elle était trop joyeuse, elle m'avait beaucoup soutenu, elle m'a apporté beaucoup de soutien comme une maman. Je crois que hier encore, dans la soirée, elle m'a appelé. J'ai reçu des appels venant du monde entier, des numéros inconnus qui m'appelaient des États-Unis, de la Suisse, de la France, de ma famille politique aussi. Aussi. J'ai reçu des appels de la prison de Neubel, notre frère Salomon Béaz, et beaucoup d'autres personnes à Neubel qui m'ont appelé avec beaucoup pour m'encourager et pour me dire que j'avais le discours qu'il fallait, le discours de la réconciliation, le discours qui avait besoin de voir tous les enfants, tous les Camerounais ensemble, et qu'ils me soutenaient et qu'ils m'apportaient totalement leur soutien. Et
Au-delà de tout ça, c'est vrai que lorsque vous faites le buzz, quand mon téléphone, je ne le prenais plus, puisque je ne peux pas vous dire, ceux qui m'ont invité à Yaoundé, depuis Douala, j'ai fait carrément 4 radios à Yaoundé. Hier encore, il y a un monsieur qui m'a appelé pour une émission, je crois que c'est Radio Estuaire. À Douala, je lui ai dit que je ne passerai plus dans les médias jusqu'à janvier. J'avais envie de prendre un peu de recul. Mais pourquoi vous avez accepté mon invitation? Parce que c'est Serge Alain Youtou. Merci. Parce que c'est mon mentor, comme j'aime souvent le dire. C'est celui qui me dit ne dis plus oui, ne dis plus non. Apprends parfois à regarder en bas, regarde la caméra tout droit. Okay. Tout ce que vous avez fait pour moi sur le plan de la télé, parce que je n'ai pas envie de dire la communication, je serai éternellement reconnaissant, tout comme je suis reconnaissant avec Abra Libi qui m'a donné l'opportunité d'être appelé aujourd'hui, monsieur le maire. Ok. Monsieur le directeur de publication Guy Hervé Foncan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui sont chaque jour plus nombreux, qui prennent du plaisir à regarder cette émission d'utilité publique et qui sort des sentiers battus, qui contribue à augmenter la masse critique des citoyens chaque jour un peu plus nombreux. Voilà, bonsoir, bienvenue Charles Dicam. J'avais envie de dire que... Oui, j'avais simplement envie de rendre la politesse au barreau du Cameroun qui a très bien accueilli la dernière édition de Politics. Vous avez remarqué que nous avons fait la part belle en indiquant que nous avons constaté que depuis 2 ans, il y a une sorte de tendance lourde que les avocats font de plus en plus leur plaidoyer dans les médias. Beaucoup d'entre eux se sont prêtés à l'exercice. Ils nous ont répondu pour expliquer les raisons de leur présence de plus en plus récurrente sur le plateau de télévision. Ça a été un excellent exercice, un joli challenge qui a été très bien accueilli, très bien apprécié par l'ensemble du barreau. D'ailleurs, le maire parlait de Maître Alice comme tout à l'heure, qui d'ailleurs, il faut peut-être le dire, est la première femme à accéder au barreau au Cameroun, qui nous a aussi fait l'honneur et l'amitié de nous partager son témoignage et sa version des faits. Donc je voulais rendre la politesse au barreau pour leur dire qu'on est très heureux de leur implication avec dans ce numéro-là et qu'ils peuvent continuer à compter sur nous, car Politique, c'est désormais le journal qui informe, éveille et responsabilise les Camerounais qui espèrent, et nous espérons avec ce positionnement éditorial, augmenter la masse critique des Camerounais, tout comme le fait déjà brillamment Equinox Soir. Merci. Charles Dicam, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Outou. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox. Je vais dire un bonsoir particulier à cette diaspora qui, semble-t-il, s'informe à travers ce plateau. Très souvent, très fidèle. Je leur dis bonsoir à tous. Voilà. DJ Imkwa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge, je salue la biosphère. Oui. Et j'ai la chance et le privilège d'avoir mon maire très proche de moi. Et lorsque vous avez ce privilège... Vous êtes la 5e. Tout à fait. Et lorsque vous avez ce privilège, il faut exprimer votre ressenti. Monsieur le maire, il fait très chaud dans la ville de Douala. Le maire se prénomme Espoir. Trop de poussière. On cherche à comprendre ce climat sahélien en zone côtière. Mais je pense que c'est une conjonction de 2 facteurs. Facteur naturel, facteur humain. Facteur naturel parce que nous avons le fleuve Vouri. Lorsque les rayons solaires frappent sur le fleuve Vouri, ils renvoient la chaleur. Mais aussi beaucoup plus le facteur humain parce que l'homme, par ses activités, a créé beaucoup de niches de chaleur. Par exemple, la destruction de notre mangrove, qui est la seule ceinture verte qui nous pompait de l'oxygène. Et je voulais rappeler aussi au maire que dans la loi numéro 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts d'Afon et la pêche, à son article 33, stipule ceci: les communes urbaines sont tenues de respecter dans les villes un taux de boisement au moins égal à 800 mètres carrés d'espace boisé pour 1000 habitants. J'ai en face de moi un enseignant, il a compris ce que je voulais dire. J'espère que dès le jour à venir, avec son appui, nous allons lancer une opération un citoyen, un arbre, parce qu'il fait très chaud dans la ville de Douala. Merci. Si j'allais me permettre que je réponde très rapidement, brièvement. La commune d'arrondissement de Douala 5e a ceci de particulier, c'est que c'est une commune semi-rurale, semi-urbaine. Les forêts de Ngombe, de Ngoma et de Bonangando, je crois, sont suffisamment denses pour que nous n'ayons pas encore peur de l'effet
de chaleur au niveau de la commune. Mais nous pensons sincèrement que nous avons une politique qui va consister à planter les arbres. Nous avons d'ailleurs commencé à le faire déjà au niveau du boulevard des militaires. Et je voudrais qu'on salue l'effort que l'exécutif communal de Douala 5 jusqu'ici a mené pour que sur le plan environnemental, nous serons les premiers dans le département du Vouré. Ok, merci. Charles Dikam, vous avez sûrement lu ces unes-là qui nous présentent ces potentiels présidents du Conseil des régions. On voit Desiaka, Gilbert Timiévouna, Jules Marcelin Ndiaga, Louis Yinda, Fondangwa Ford III. Quel commentaire? Les mêmes vont revenir? Non, il n'y a que le doyen des sénateurs qu'ils n'ont pas invité à la danse. Mais pour ainsi dire, je reviens sur un discours qui est constant chez nous au MRC, c'est que ces élections n'étaient pas la priorité. Première des choses. Deuxième des choses, quand on voit son déroulé, on se rend compte plutôt que c'est encore un élément budgétivore qui a été mis en place pour pouvoir caser les copains, pour qu'ils puissent bénéficier de leurs évacuations sanitaires et autres avantages. Parce que, honnêtement, si dans le Cameroun d'aujourd'hui, où la majorité, mais alors la grande majorité des Camerounais à moins de 35 ans, ce sont encore ceux-là, de 70 ans, 80 ans et plus, qui vont présider aux destinées des régions, je suis on ne peut plus sceptique. Je ne parle même pas encore du contenu, l'effectivité du contenu de ce que les régions sont supposées faire, mais quand je vois cela, je les vois mal gérer les régions autrement que ce qu'ils ont eu à gérer jusqu'à aujourd'hui, pour le résultat que tous les Camerounais connaissent. Voilà, Monsieur le maire Billon, pour vous, ces visages-là que tout le monde connaît, qui vont sûrement revenir. C'est Jalin, La place de la jeunesse. La politique camerounaise n'a rien de nouveau. Oui. Nous la connaissons tous. Elle a toujours été ainsi. Avant ma naissance, il y a des gens qui étaient ministres. Ils sont toujours ministres aujourd'hui. Vous voulez que je cite les noms? Non, on passe dessus. Tout le monde sait que ce que j'ai dit est vrai. Oui. Pour le cas de la région du centre, monsieur le délégué du gouvernement, alors monsieur l'ancien délégué du gouvernement était clairement pressenti au vu de ses résultats comme pouvant être le candidat à la présidence régionale du centre. Voyez-vous, je ne suis pas surpris de cela. Toutefois, je souhaite que nous prenions conscience que ce qui est important pour notre pays, c'est notre souveraineté. Ce qui est important pour notre pays, c'est que nous arrivions à basculer du système néocolonial dans lequel on se trouve actuellement pour un système plus démocratique, plus reposé sur le peuple. Parce que je vais vous dire un truc, l'élection régionale qui arrive, c'est vrai que le RDPC a 9 régions sur les 10, mais même s'il n'avait que 2 régions sur les 10, chaque fois qu'on aura envie de choisir au jour d'aujourd'hui au Cameroun des élus, parce que ce qu'on appelle élus réellement sont le choix du président de la République. Ça veut dire, de fait, s'il dit que je veux qu'on choisisse Timiévouna à la région du centre, tous ceux qui viendront voter, savent qu'on a dit que c'est lui. Donc, pour moi, je pense que le peuple est encore mis en marge. Et comme nous savons... Vous savez ce qui s'est passé le maire de la ville de Douala. On avait dit que c'était... Je vous rappelle que pour le cas du maire de la ville de Douala, j'étais électeur. Oui. J'étais dans la salle, j'ai assisté à la campagne. Pour le cas du maire Bassadine à Douala 5, j'ai pris position pour le maire Bassadine. Parce que, venant d'un parti politique, le PCRN, pour ne pas le citer ici, nous, on était partis pour ne pas créer le désordre. Parce que dans tous les cas, la commune d'arrondissement de Douala 5 était totalement acquis au RDPC. Si donc, ils nous envoient le revers de la médaille en respectant les consignes qui viennent de notre parti, en retour, on respecte les consignes qui viennent de leur parti. Notre parti avait choisi, pour le cas d'espèce, que je sois adjoint au maire et que M. Hervé Zanguet soit grand conseiller. Malheureusement, toujours à cause de nous, conseillers PCRN, on a commencé un désordre et même notre camarade Hervé Zanguet, qui devait être grand conseiller, n'a pas eu la chance d'être grand conseiller à cause d'un désordre qui était venu du camp PCRN. Maintenant,
Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je vois que l'injustice que M. Hervé Zanga avait subie en ce moment-là a été réparée aujourd'hui par le président national en le nommant président du groupe communal PCRN à Douala 5. J'ai envie de profiter de votre antenne pour le féliciter davantage. Je voudrais dire une autre chose, c'est que à date, au Cameroun, celui qui décide de qui va gagner l'élection ou de qui va perdre l'élection s'appelle le président Paul Biya. Maintenant, une fois que vous vous êtes rendu compte que c'est lui qui contrôle l'élection à ce niveau-ci, il faut savoir que le président Paul Biya peut être influencé par des forces exogènes qui ne sont pas totalement camerounaises. On a été tous témoins C'est le président Biya qui a décidé que vous ne devez pas être maire de Douala 5e. Je parle au niveau des grands électeurs, ça veut dire après le vote populaire. Oui. Parce qu'au niveau du vote populaire, c'est la population qui vote. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour savoir s'il peut contrôler ce type de vote. Mais j'ai les éléments qui prouvent que au niveau des conseillers municipaux, une histoire récente raconte que Mme Foni, devant M. Simon, a fait plusieurs fois les élections jusqu'à ce qu'elle gagne. Parce que, je ne sais pas à ce moment, parce que un ordre serait venu de Yaoundé disant qu'elle devrait gagner. Allez chercher si c'est vrai. Pour le moment, je dis une chose. Le président Paul Biya a le pouvoir de décider au RDPC qui va gagner une élection ou qui va la perdre. Ce n'est pas le choix des conseillers municipaux. Je voudrais donc dire ceci. Comme le président Paul Biya est un humain et qu'il est aussi influençable, on a été récemment témoin du président français qui dit qu'il avait appelé son téléphone pour mettre la pression au président de la République pour qu'il libère le professeur Maurice Kamto, président du MRC, et des autres prisonniers politiques, qui ne vous dit pas que le même président Macron peut appeler le président Paul Biya pour lui demander de nommer M. Timi Evuna comme président du conseil régional. Dans tous les cas, la France, qui continue à avoir une main mise sur le gouvernement camerounais, a les moyens de pression pour choisir les hommes qu'il veut, au poste qu'il veut, et donc continuer à gouverner le Cameroun et à contrôler notre sous-sol. C'est pour ça que je dis qu'il est indispensable pour nous tous Camerounais de nous mettre ensemble comme... Ce n'est pas un problème de parti politique, qu'on soit du RDPC, du SDF, du PCRN, du MRC ou de n'importe quel parti politique. Il est indispensable que nous nous mettions ensemble, que nous conjuguons la politique du patriotisme, du nationalisme pour protéger les acquis et notre véritable liberté. Parce que tant que ça ne sera pas le cas, nous continuerons à être contrôlés par la France, par la Grande-Bretagne, par les États-Unis et par l'Occident en général. Voilà. Bienvenue Fongan, pour vous, lorsque vous voyez ces visages-là qui sont susceptibles, on va le dire comme ça, de devenir, de présider aux destinées des régions à partir de mardi prochain, quel commentaire ça vous inspire? Je veux dire que n'importe quel Camerounais normalement constitué lucide ne peut pas être surpris par ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous avez vécu l'élection des maires de ville il y a quelques mois, on n'est pas surpris par ce qui se passe. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a jamais eu vraiment élection des maires de ville. La plupart des maires de ville ont été imposés, que ce soit à l'ouest, au littoral, dans le centre et le sud. Le parti a imposé les maires de ville. Vous vous rappelez, tout près de nous, ici à Douala, il a fallu qu'on attende près de 3 jours parce qu'on empêchait les gens d'aller en compétition, parce qu'on disait qu'il faut respecter les instructions du parti. Personne n'a oublié cet épisode-là et qui dit élection dit compétition. À partir du moment où il n'y a pas de compétition, on ne saurait parler. Mais à côté, il vous oppose la discipline du parti. La discipline du parti voudrait aussi qu'on respecte le choix de la base. Si on est en démocratie, il ne faut pas qu'on ait un discours qui soit contradictoire et qu'on dise les choses, une chose et son contraire. Au commencement du processus même des régionales, vous avez des candidats qui avaient été retenus par la base pour porter la liste du RDPC, qui est manifestement le parti majoritaire, mais qui arrivaient en haut lieu, ont vu leur nom retiré de la candidature parce qu'on estimait qu'ils ne pouvaient pas avoir l'étoffe nécessaire pour porter la voix du parti, simplement parce qu'ils n'étaient pas maîtrisables et contrôlables. On ne va pas les jeter les gens en pâture. Quelques noms avaient déjà été cités ici, mais c'est des managers de très haut niveau. Parce qu'il y avait comme une appréhension de ne pas pouvoir avoir la même mise et les contrôler. Donc ceux-là ont été retirés et on a imposé des quasi-analphabètes à cette élection-là, qui sont tous passés aujourd'hui et qui vont revenir à la tête des régions, qui ne sont pas déjà le choix de la base. Ça, il faut commencer par ça, c'est au commencement du process. Aujourd'hui, les mêmes vont revenir. Donc, on les avait déjà imposés comme candidats. Donc, naturellement, ils seront imposés comme présidents de région, qui n'a rien à voir avec le choix de la base. Donc, tout comme on a imposé les maires de ville, malheureusement, on va imposer encore à nouveau les présidents de région parce qu'il n'y aura pas une compétition entre
entre les différents candidats. Donc il faut le relever pour le déplorer, parce que je suis de ceux qui avaient émis le vœu qu'au moins à travers ces régionales, que le RDPC, qui a quand même 9 régions sur 10, allait se surpasser, se transcender, allait avoir une espèce de sursaut d'orgueil pour laisser véritablement la base s'exprimer. Parce que là, quoi qu'on dise, les régions vont survivre à notre jeune démocratie qui est en train de se construire de manière douloureuse. Et on devrait pouvoir transcender tout ce qui est clivage politique et penser à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Mais on est retourné à la case départ avec une espèce de gérontocratie et une bureaucratie qui sera encore à nouveau lourde et tatillonne, parce que même ceux qui, avec l'énergie et la fougue nécessaire, ont été exclus, et on a plutôt l'impression, avec ce qui se passe, que c'est exactement comme le Sénat. C'était une case de retraite pour ceux qui ont, qui ont accompli leur mission dans d'autres sphères. Alors pour les récompenser, eh bien ils seront casés. Comme on ne peut pas caser tout le monde au Sénat. Malheureusement, aujourd'hui, il y a quelques-uns qu'on sera obligé de caser dans les régions pour pouvoir dans l'optique de les récompenser. On n'aura réglé aucun problème, parce qu'on aura tué la démocratie. Or, ça aurait été une excellente occasion de laisser s'exprimer la démocratie, de transcender tout ce qui est clivage politique. Didier Imkwa, on ne peut pas caser tout le monde au Sénat. On est obligé de mettre les autres dans les régions, le président du conseil exécutif. C'est votre avis? Serge, quand j'ai reçu le thème, ça m'a paru assez éclectique, parce que votre thème est très sérieux. Le thème pose le problème de l'élite dans la société, son renouvellement à travers ce qu'on appelle la biopérennisation. Autrement dit, la reproduction biologique, qui entraîne la conservation du système qui vit pour sa survie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je peux prendre des exemples comme ça, de la biopérennisation. Si vous allez dans l'armée aujourd'hui, vous trouverez des généraux qui ont des enfants colonels. Vous allez dans la préfectorale, vous trouvez les fils des anciens préfets. Donc ceux, ils sont là parce qu'ils méritent, parce qu'ils méritent peut-être la confiance de l'hégémon central, en attendant que leurs enfants viennent les remplacer. Dans les sciences sociales, ils appellent ça la reproduction sociale. Voilà. C'est une expression consacrée par Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, voilà. Merci, DP. Donc on est là dans la reproduction, vous comprenez. Donc, et moi je pense qu'il y a quelqu'un, je crois que le DP doit bien le connaître, Wilfried Pareto, qui a démontré que dans une société, vous avez une minorité de 20% qui dirige 80%. C'est quelque chose qui est une analyse globale. C'est comme ça. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est que même si le 20 là, d'aucuns pensent qu'ils sont même 5%, qui ne dépassent pas 20%, qui sont 5% qui dirigent. C'est le nouvel ordre mondial. Vous comprenez, vous ne pouvez pas faire autrement. Que vous allez aux États-Unis, vous allez voir le bourgeois, c'est son fils, vous allez dans les grands groupes multinationaux, c'est le fils qui est là. Donc c'est un peu comme ça, les gens protègent un système, comme je l'ai dit, qui se bat pour sa survie. Donc moi je pense que l'essentiel ici, nous avons percé l'abcès, mais l'essentiel ici, c'est de créer la justice. Parce que comme disait le professeur Toudaï Baudet, c'est un stratège, que le peuple a besoin de deux choses, la liberté et le bien-être. Si le peuple a la liberté et le bien, il n'ira pas fouiller dans la poubelle de l'histoire pour voir si Njikam, c'est son fils qui est là-bas, parce qu'il a le peu qu'il a, sur le plan, l'échelle de Maslow, s'il peut déjà avoir à manger, s'il peut aller à l'hôpital, se soigner sans problème, il ne se posera pas des questions. Donc, venant donc sur la problématique de ces régionales, j'espère, moi je suis optimiste, je ne suis pas pessimiste, bien que les anciens maires ou bien les anciens gouverneurs reviennent à la fonction publique locale. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, excusez-moi le mot est Aïssa, mais il n'est pas condamnable, moi qui suis militant écologiste, qui suis évangéliste du plan durable, je sais que dans les agglomérations urbaines aujourd'hui, le défi majeur, qui n'est pas le mien, qui est celui de l'ONU Habitat, c'est l'implémentation du développement durable local. Et le développement durable, c'est quoi? C'est un développement ou une croissance qui assure les intérêts des générations actuelles sans toutefois compromettre la capacité des générations futures à assurer les leurs. Voilà, c'est ça le développement durable. Il y a 3 piliers ou 4.
l'économie de solidarité, la société, une société équitable, la protection de l'environnement et aujourd'hui le multiculturalisme. Parce que nous sommes dans un foisonnement de culture, il faut en tenir compte. L'essentiel, c'est ça. L'essentiel, comment capitaliser l'urbanisation. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on a plein de gens en ville, c'est un problème. Non. Aujourd'hui, avec la nouvelle vision des villes inclusives, les villes durables, on cherche à capitaliser à la capitalisation de l'urbanisation, qui est un réel problème. Vous comprenez? Donc, quand moi, je parle comme ça à côté d'un maire, quand moi, j'entends que l'OTVP, l'occupation temporaire de la voie publique, est une source de recettes, pour moi, c'est une hérésie. C'est hallucinant. Parce que c'est un facteur de désordre urbain. Or, il y a mille et une manières d'encadrer ces populations-là et gagner plus sur elles. Non, on reste sur ces personnes qui sont chargées de les encadrer, justement. Non, Est-ce que moi, je n'ai pas de problème. C'est les mêmes qui doivent revenir. J'ai expliqué, moi, c'est mon avis, peut-être voilà. il n'est pas partagé, c'est un problème de... Il y a quelqu'un, à l'époque, c'était le professeur Onangini, qui parlait du gouvernement perpétuel. Donc, on est dans ce couloir de pérennisation d'un système, comme je l'ai dit pour la troisième fois, qui vit pour sa survie. Charles Dicam, est-ce que parce qu'on a été gouverneur qu'on ne peut plus, on est exclu d'office? Je vais reprendre. On ne peut pas diriger une région. Pourquoi on doit exclure ceux qui ont eu à servir déjà ce pays? Mais ils ont servi ce pays, ils en ont été remerciés. Ils ont atteint l'âge fixé par nous tous, où chacun doit faire valoir ses droits à la retraite. Sinon, si parce qu'ils ont servi, ils continueront de servir, on se retrouve dans la configuration de celui-là qui vient demander son premier emploi et à qui on demande de l'expérience. À quel moment leurs enfants vont donc servir? Même les leurs propres. C'est-à-dire que quand on regarde, je reprends même le schéma que mon copanéliste a donné tout à l'heure du général dont le fils a même pu devenir colonel, mais il est toujours en poste. Bon, au moment où son père ne partira pas à la retraite, parce qu'ils ne partent quasiment pas à la retraite. Ils ont une appellation là qui leur permet de toujours profiter des prébendes. Le fils ne sera jamais général, puisqu'ils n'ont quand même pas encore poussé le toupet jusqu'à avoir 2 généraux de la même famille. Peut-être que c'est ce qui reste à faire. Non, pour parler plus sérieusement, je voudrais dire que ce qui m'embête, au-delà de l'âge, au-delà justement de cette classe politique qui reste la même, si encore cette classe politique en amont avait fait le travail qu'il fallait, on aurait pu espérer qu'ils puissent continuer ce bon travail. Mais ils nous ont déjà menés dans le gouffre. Et manifestement, celui qui les nomme assume de devoir continuer à aller dans le gouffre. Dites-moi comment est-ce que quelqu'un qui pendant 30 ans a fait mal va subitement faire bien quand il n'a même plus les moyens de faire, les moyens physiques et psychologiques de faire. Donc c'est très 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 compliqué. Le directeur... Est-ce qu'on dirige avec des gens qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on a besoin de connaître des gens du moment qu'on a leur cursus et qu'on sait ce dont ils sont capables? Je pense que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Ce sont les compétences. Oui, qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est un calcul purement politicien. Parce que très souvent, c'est comme ça partout. Hein. Oui. On a vu, lorsque le président Sarkozy est arrivé, il s'est entouré des gens... il s'est entouré, mais il s'est entouré donc de gens qu'il connaissait, mais qui avaient la compétence de ce pourquoi ils étaient... Vrai. Voilà, c'est ça le problème. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez un concours, il y a 1000 personnes. Et sur les 1000, il y en a à la sortie 50 qui sont de niveau égal. Je peux comprendre que j'ai une, comment dirais-je, une tendance à plutôt prendre le fils de M. Billon que je connais, mais je lui demanderai, avec la même rigueur, de produire ce que les autres auraient produit si je les avais pris. Le problème, c'est qu'il ne se pose absolument pas de cette manière-là ici. Dans le cas du Cameroun, malheureusement, ces gens-là ont échoué dans tout ce qu'ils ont entrepris. À l'exception, vous allez prendre un ou deux que vous pouvez sauver du lot, genre André Siaka, parce qu'il était dans le privé. Mais à voir avec quelle boulimie aujourd'hui, un monsieur qu'on croyait s'être mis au repos, chef d'entreprise toujours, d'une grosse structure d'ailleurs, mais qui va encore aller prendre aux autres. Je n'arrive pas à comprendre cette mentalité camerounaise là qui fait qu'on ne sait pas se retirer. Il va falloir que ça, les Camerounais apprennent à le faire, se retirer des affaires et regarder. Donc ce qui veut dire apprendre à former ceux qui vont prendre la relève. C'est le souci principal aujourd'hui. Alors les régions,
Vous savez, je pense que les Camerounais savent ce qu'en pense mon parti, les raisons pour lesquelles nous n'y sommes pas allés, au-delà des raisons principales qui étaient que nous estimons que toute élection aujourd'hui, sans que ne soient résolus les points que tout le monde connaît, la crise du NOZO, la réforme du système électoral, ne servent à rien. Mais je dis, qui plus est, aujourd'hui, la configuration qu'on a, où on se retrouve exactement dans la même phase que l'élection du maire, super maire de Douala, tout est imposé, et ce sont encore les mêmes. Mais j'attirais l'attention d'un militant du RDPC sur ce même plateau il y a quelques jours, en lui disant qu'il faut qu'il fasse attention, parce que la grogne, elle va commencer à l'intérieur de chez eux-mêmes, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui rongent leurs freins. Là, il y a déjà beaucoup qui sont nerveux parce que on fait un mercato qui sort de la famille, mais ça va être très 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 compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ceux-là qui, depuis 20 ans, 30 ans, rongent leurs freins, hein, et qui pourtant sont soit biaïstes, soit... Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais au moins qu'on voit si peut-être ces jeunes-là, j'en ai croisé quelques-uns qui semblent avoir d'autres idées, qui semblent vouloir, comment dirais-je, changer un petit peu de modus operandi, qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer. Okay. Joseph Espoir-Bion, justement, est-ce que c'est parce qu'on a été au commis de l'État qu'on est appelé à servir une fois de plus sa région? Est-ce que ces personnes devaient être systématiquement exclues parce qu'elles ont déjà eu à servir? C'est jalin si le vote est démocratique. Oui. Une population peut choisir celui qui est le plus... Voilà. Celui qui a déjà servi plus d'une fois. Premièrement parce qu'on lui Vous dites que si c'est démocratique. Oui. Le vote est démocratique. Oui. Mais en même temps, Charles Dicamp dit que pour lui, il préfère que ces personnes-là qui ont déjà servi apprennent à se retirer. Ça veut dire qu'on dira la même chose du président américain, le président élu américain Joe Biden, qui a quand même déjà servi. Oui. Quand je disais ça, je veux dire dans le contexte camerounais, oui, où en fait, non seulement la classe politique ne se renouvelle pas, mais la manière de faire non plus ne change pas. Si la manière de faire changeait, quand on prend Joe Biden, oui, mais bon, on ne peut pas lui reprocher ce qu'on reproche à notre classe dirigeante. Non, ce que je dis ici, c'est que le problème n'est pas au niveau de ceux qui ont déjà servi. Le problème est au niveau de comment on les choisit. Oui. Tout à fait. C'est que une note vient du secrétariat général du parti qui dit que, en fait, celui qu'on veut, c'est M. Ndikam, c'est un exemple. Et le peuple aspirait à avoir M. Bion devenir président régional. Sauf que la note qui vient va totalement à l'encontre de ce que la majorité aurait souhaité. À ce moment-là, ils sont frustrés. Le peuple n'adhère pas à la politique que ce qu'on a choisi en haut. À partir de ce moment, c'est la politique, c'est la réalité du Cameroun. Mais c'est comme ça qu'elle se déroule. C'est pour ça que je dis il faut qu'on ait une loi juste. Il faut qu'on ait, c'est pour ça que quand on parle du code électoral, peut-être c'est des points comme ça qu'il faut qu'on corrige. Il faut qu'on arrange ça pour que chaque fois qu'il faudra désigner quelqu'un de manière élective, que ce soit l'émanation de la volonté populaire. Que lorsqu'on aura dit que c'est monsieur Serge-Alain Autou qu'on a choisi sur ce plateau, que au moins 3 sur 5 personnes soient d'accord. Mais si on choisit monsieur Bion et que sur les 5, 4 sont contre ce fait-là, il sera toujours difficile de faire adhérer, appliquer la politique du sommet à la base. C'est pour ça que moi je dis toujours, il faut inviter tous les Camerounais parce que si c'est la majorité, si c'est le peuple qui choisit, celui qui aura envie de se faire choisir par le peuple va poser des actes de séduction envers ce peuple pour qu'il soit adoubé par eux. Et en ce moment-là, la véritable dictature du peuple l'aura désigné lui, en disant c'est lui qu'on a choisi. Mais jusqu'à présent au Cameroun, je n'ai pas l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression que nous continuons à faire la politique des réseaux, la politique des lobbying, la politique de l'argent et la politique des consciences. Et tant que ça sera comme ça, je veux vous dire un truc, il nous reste encore beaucoup d'années, on ne sortira pas de l'auberge. Et lorsque je le dis, je ne calcule pas l'information politique particulière. J'ai l'impression que c'est comme ça dans tous les partis politiques, sans exception. Et j'ai envie d'inviter les leaders de partis à écouter davantage la base, à se rassurer que le choix qu'ils ont choisi est la conséquence, la résultante de la base. Très souvent, la relation entre le leader d'un parti politique avec un militant particulier est plus élevée, est plus importante que très souvent lorsque le peuple décide de choisir quelqu'un d'autre.
ils sont à contre-courant. Mais comme celui qui a la dernière signature, comme celui qui a le choix de décider qui sera là, eh bien, c'est ce que le président Paul Biya peut faire s'il décide que c'est Mme Fonning qui soit maire à Douala 5. Voilà. Guy-Hervé Fongan, les régions, c'est nouveau. Voilà. Il y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas laisser les conseils régionaux entre les mains des exécutifs, bien évidemment, c'est-à-dire le président de conseil, entre les mains inexpertes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà fait leurs preuves. C'est ces personnes-là qui devraient conduire cette instance, cette institution qui se met en place. Je voudrais observer 3 choses. La première, pour dire que le problème n'est pas dans la durée que les gens ont fait aux affaires et qui reviennent à nouveau et qui rebondissent dans les régions. Simplement parce que il y a ce qu'on appelle vous savez, on est en pleine, c'est le temps de l'Avent, donc c'est bientôt Noël. Moi qui suis un peu socialisé dans un moule catholique, je vais dire que moi je crois à la rédemption. Pour répondre à Nikan, pour dire qu'on peut avoir fait mal hier et on fait bien aujourd'hui. Donc c'est tout à fait possible. On peut se repentir et on fait bien les choses parce que les régions transcendent même l'État. Donc c'est possible. La deuxième chose que je voudrais observer, c'est pour dire que l'autre problème qui se pose, c'est le process. On n'a pas le sentiment, le peuple, qu'on est là en véritable démocratie. Parce que la démocratie, c'est un homme, une voix, c'est le vox populi, vox dei, c'est-à-dire que la voix, le peuple, la voix, il faut laisser les gens choisir leurs dirigeants. Or, avec ce qui se passe avec ces décentralisations, on a malheureusement encore le même scénario qui s'est reproduit où le peuple, où les grands électeurs qui étaient conviés à cette élection n'ont pas eu la latitude de choisir leurs dirigeants. Ne serait-ce qu'au niveau des choix des candidats. On leur a imposé des gens dans les listes et on vient, couronner le tout, lancer l'assaut final avec les présidents des régions qui seront encore à nouveau imposés. Je veux dire que c'est un double crime contre la démocratie et c'est complètement regrettable. Et puis, quand vous regardez bien la loi qui encadre cette décentralisation, on voit très bien que le pouvoir central n'a jamais voulu véritablement décentraliser. Parce que l'exécutif dont vous parlez tout à l'heure reste encore le tout puissant patron. Les gens ne savent peut-être pas, on ne le dit pas assez avec suffisamment d'emphase, mais le président a le pouvoir d'émettre le président d'une région et tous les exécutifs qui vont avec. Il a ce pouvoir-là. Donc il y a encore une véritable mainmise de l'exécutif sur les présidents de région. Et quand vous regardez même l'architecture telle que c'est organisé, vous avez encore les gouverneurs qui sont là, vous avez le maire de la ville qui sera toujours là, vous avez le préfet qui sera toujours là, vous avez le président de la région qui sera... Donc il y a comme une sorte de véritable cafouillage. J'ai échangé encore avec un opérateur économique il y a quelques jours qui est un président de région, du moins un grand opérateur, qui me faisait remarquer que la seule option pour un président de région de s'en sortir sera davantage son équation personnelle. S'il manque de charisme et d'entre-gens, eh bien, il va se faire phagocyter et par le maire de la ville, et par le préfet, et par tout l'écosystème qui gravite autour de lui. Parce que ça a été conçu et pensé ainsi pour fragiliser et réduire sa marge de manœuvre. Donc ça veut dire que, voilà, que l'État, à travers ce dispositif, continue de faire ce que Michel Crozier appelle dans les sciences sociales le contrôle des zones d'incertitude. C'est exactement cette même mise que l'État continue d'avoir et on aura des présidents de région qui sont essentiellement là pour la forme, mais qui en vérité n'auront aucun véritable pouvoir pour agir et améliorer la qualité de vie des populations. Il y en a ici qui ont dit tout à l'heure que, je crois que c'est Didier, que le peuple n'aspire qu'à une meilleure qualité de vie. Même si on a des dirigeants qui s'éteignissent au pouvoir. Mais tel que c'est parti, eh bien, quand les gens n'ont pas la légitimité du peuple, ça veut dire qu'ils n'ont pas de compte à rendre à ce peuple-là. Et puis, ils rendront compte à ceux qui les ont opposés. Et puis, les populations seront, une fois de plus, sacrifiées. Et on ne sera pas sorti de l'auberge parce que le pouvoir central veut à tout prix contrôler les zones d'incertitude et sacrifier le peuple. Justement, Didier, pour vous, on ne peut pas laisser les régions entre les mains des personnes, entre des mains inexpertes? Non, écoutez, beaucoup pensent. Non, écoutez, moi j'ai eu la chance de passer 4 ans auprès du maire Jacob Nan. Oui.
Vraiment, oui. J'ai beaucoup appris le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées. Quelles sont les différentes ressources d'une commune? Vous avez les LEX, vous avez les ressources de l'État, vous avez le FECOM à travers les centimes communaux, vous avez ce qu'on appelle la coopération décentralisée. À partir de la coopération décentralisée, il a dit quelque chose. Il a parlé d'équation personnelle. Évidemment, dans le partenariat public-privé, c'est l'équation personnelle du maire qui compte. Si vous avez besoin, par exemple, des logements sociaux, vous avez besoin, par exemple, d'offrir de l'électricité à votre population, de l'eau. Un maire qui a un réseau d'adresses important peut réussir. Et c'est pour ça que je pense que... Exemple Banganté. Voilà. C'est pour ça que je pense que ces vieux, pour autant qu'ils ne sont pas grappatés pour autant, peuvent poser les premiers jalons des régions. Je peux citer, je prends un monsieur comme... André Siaka, qui a de l'entre-gens. Qui a de l'entre-gens. Peut faire beaucoup de choses dans la région de l'Ouest. Je parle d'un monsieur que je n'ai jamais vu, que je n'ai pas connu, dont j'ai appris beaucoup de choses de bien. Monsieur Famawa, à Banganté, il est de Bazou comme moi. C'est pas parce qu'il est de Bazou comme moi, hein, parce que les téléspectateurs peuvent croire que c'est pas. Mais parce que j'ai appris beaucoup de bonnes choses de lui. C'est des gens qui ont des moyens, qui peuvent apporter dans le cadre de la coopération décentralisée. Donc il ne faut pas leur jeter les pierres, il faut savoir faire mauvaise fortune, bon cœur. Je pense que ces gens-là, qui ont beaucoup travaillé, je ne parlerai pas de rédemption, ils peuvent apporter quelque chose de bien à leur région à travers. Didier, les deux exemples que vous avez donnés là, vous avez donné les deux exemples des arbres qui cachent la forêt, qui cachent la forêt. Parce que Famawa, bon, en dehors de son propre business, non, je voulais juste dire qu'en dehors de son propre business, le commun des Camerounais ne le connaît pas. Vous et moi le connaissons. Oui, moi, je connais pas. Voilà, il n'a pas été à l'exercice de la chose publique. Siaka André non plus. Là, vous prenez, mais prenez les autres. Là. Cherchez sur les autres, vous ne retrouverez pas les mêmes qualités. Charles, je vais te dire quelque chose. Hein. Gérer, c'est la vision. Il n'y a pas une école où on formait les présidents à plus ou bien les... On peut aussi acquérir la vision brusquement à 80 ans. Vous comprenez? Non, on peut s'entourer des jeunes comme Billon, comme le DP. Voilà. Même vous avez de l'expertise. Bien sûr, vous comprenez? Vous croyez que si un président de la région m'appelle pour la gestion des ordures ménagères, je ne veux pas lui apporter mon expertise? C'est ce qu'on leur demande. Oui, on ne leur demande pas d'aller rester dans la culture de terrorisation, faire seul avec leurs enfants. Non, on leur demande d'être ouverts, qu'ils utilisent, qu'ils usent de leur expérience pour donner le bien-être. Et l'expertise qui leur a à disposition. Surtout, dans toutes ces régions, ils en ont. Pour offrir le bien-être à leur population. Voilà, on reviendra après le journal parce que dans quelques instants, Nadine Yambou sera là pour le 20h comme tous les vendredis. Passe de pub et le 20h2. Nadine Yambou, juste derrière. Comment était l'année pour vous? Et ça, for this 2020, not the Waka. Je sais que l'année a été difficile pour vous. Je suis venu vous... Retour sur le plateau Equinox-Soir, deuxième partie, c'est la partie réservée au début du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de Charles Ndikam, Joseph Espoir Billon, Didier Yimkwa et le directeur de publication de Politics Hebdo, Guervé Fongan. Guervé Fongan, des mouvements au niveau de la préfectorale en ce moment-ci, quelle lecture? La première lecture que je peux en faire, c'est pas un plaidoyer pour de mots, mais c'est une satisfaction, je dirais pas personnelle. Vous savez que dans ce mouvement-là, il y a quelques semaines, nous avons titré sur un sous-préfet, c'était à Bamouo, qui avait pris de haut tout un arrondissement, tout un village, en le traitant de tous les noms d'oiseaux, en disant qu'ils ne valent rien, qu'ils ne représentent rien et que pour le bien, il y a Yaoundé qui peut faire de ce qu'il veut. Donc il y avait une sortie de l'élite, je me rappelle à cette époque-là, qui était montée au créneau pour dénoncer cette attitude arrogante et méprisante. Et l'élite avait écrit au MINAT, avec inclination au maire de la ville et aux autres autorités, et avait rappelé à l'ordre ce sous-préfet qu'ils estimaient un peu pédant, prétentieux et malpoli. Aujourd'hui, dans le mouvement qui s'est opéré, on constate que ce sous-préfet a été
envoyés ailleurs. Ouais. Moi, c'est la première Ouais. leçon que je tire. Pour dire que ceux qui arrivent dans les régions, il faut qu'ils n'ont pas donné des raisons à ceux qui pensent qu'il faut fermer l'ENAM, parce que ça a été un des combats en 2018. Un des chantiers du SIF qui estimait que c'était une école qui ne servait pas à grand chose. Donc ce type d'attitude. Il est muté. Voilà, Selon nos informations, Voilà, à BIOA dans l'Union. Il est muté. Et j'en profite juste pour envoyer un message aux autres qui arrivent et qui vont ce moment de va-et-vient pour dire que les fonctionnaires de l'ENAM qui arrivent dans des départements, du moins dans des arrondissements, dans les contrées, ne doivent pas se comporter comme des petits dieux, comme des petits poules bien. On les appelle chefs d'État. Voilà, chef d'État, c'est pas une raison pour mater les populations, il les prend de haut aussi grossièrement. Ils sont les serviteurs du peuple, fut-il les gens qui sortent de l'ENAM. Moi, ça m'a... Pas que j'ai éprouvé une satisfaction personnelle, mais j'ai estimé que peut-être les élites qui étaient montées au créneau vont estimer qu'ils vont applaudir des deux mains et saluer ce départ-là parce qu'ils ne voulaient plus de ce type d'arrogance et de mépris, et que les autres qui arrivent dans les autres villages, arrondissements, comprennent qu'ils doivent collaborer avec les populations. Parce que quand, je prends un exemple terre à terre et pratique, quand on parle de sécurité dans des arrondissements par exemple, où on mobilise les chefs de quartier, chefs de bloc et consorts, il n'y a pas, si la population ne coopère pas avec l'autorité, il est difficile de démanteler tous ceux qui font le désordre et tous ceux qui font le mal. Et donc quand on réunit et mobilise chefs de quartier, chefs de bloc, etc., et qu'on les traite aussi de façon aussi méprisante, ce n'est pas de nature à ramener la sérénité au sein de l'arrondissement, au sein du village, parce qu'à la vérité, le sous-préfet ou le préfet qui arrive est censé, j'allais dire, au-delà de la sécurité des biens et des personnes, veiller à ce qu'il y ait un climat harmonieux qui règne au sein de l'arrondissement. Et le préfet qui arrive doit le faire au niveau un peu plus élevé. Et le message que je leur envoie à ceux qui arrivent, c'est de penser à qu'il y ait une vraie co-construction du bien-être. Parce que le préfet y participe, et les populations aussi, qu'il n'y a pas une relation verticale entre les deux, mais que les rapports soient davantage horizontaux, parce qu'ils sont des partenaires sociaux et non des adversaires, et ils ne doivent pas être pris de haut par ceux qui ont été nommés aujourd'hui. C'est bien qu'ils saisissent très bien ce message, sinon ils vont continuer à donner raison à ceux qui pensent que on a tous hérité du jacobinisme français, c'est-à-dire un État essentiellement centralisateur qui ne veut rien lâcher, qui a une approche essentiellement, j'allais dire, de diktat, qui dicte les choses sans vraiment chercher à coopérer avec les populations. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Et moi, c'est le message principal que j'envoie, et c'est la leçon que je tire de ce mouvement de va-et-vient qu'il y a eu dans la préfectorale, qui coopère et qui soit plus... à Bamongo, moi, hein? Non, de manière... Non, je ne suis pas resté, mais j'ai eu un raisonnement du particulier au général, comme on dit dans les sciences sociales, pour envoyer un autre message, un message aux autres préfets et sous-préfets. Il est muté. Voilà, qui ont été mutés ou qui ont été nommés, ceux qui sont arrivés pour savoir, pour qu'ils comprennent le souhait qu'aimaient les populations quand ils reçoivent un nouveau fonctionnaire de l'ENAM dans leur arrondissement. Voilà, Didier Imkwa, pour vous, ces mouvements qui interviennent en ce moment-ci, il y a le cas du département du Fundi, 5 mois après la disparition du Jean-Claude Tila, de regretter mémoire, le Fundi a un nouveau préfet. Serge Alain Autou, il serait assez prétentieux de décrypter les faits et les gestes du prince. Ouais. Mais j'ai eu le privilège pendant mes humanités à Yaoundé de rencontrer un grand monsieur de ce pays, Feu Henri Bandolo, parce qu'il aimait beaucoup les fleurs, il aimait le ficus. Chaque fois, il venait dans notre espace que nous considérions à l'époque comme un laboratoire d'ethnobotanique. J'ai eu la chance de discuter avec lui sur son œuvre Flamme et Fumée. Entre 2 bouffées de cigarettes, il m'a dit, mon fils, le président Biya a 2 armes qu'il maîtrise, l'espace et le temps. Donc à la base de ces déterminants-là, on peut essayer de voir pourquoi c'est en ce moment qu'il déplace 18, je crois que c'est 18 ouais.
qu'est-ce qui revient très vite, c'est que c'est après les élections régionales, au moment où on va installer les exécutifs régionaux, et on sait par le passé les relations conflictuelles entre les maires et puis les préfets. Est-ce que ce n'est pas... Il envoie des gens qu'il maîtrise bien dans les zones de conflit ou bien des zones chaudes, on verra. Mais, qu'est-ce que je suis certain, c'est que M. Biya a toujours un agenda. C'est un homme politique, ses actes doivent être analysés sous le prisme de la politique. Moi, je pense que le temps, évidemment, vous ne pouvez pas démentir que ça vient juste, puisque je crois le mardi, après les élections, le mardi, vous appelez souvent ça la session de plein droit. C'est le mardi prochain qu'on va installer les régions, les présidents des régions. Donc moi je pense que ce mouvement-là n'est pas anodin. C'est peut-être par rapport, je dis bien peut-être par rapport à la fin du processus de la deuxième phase. Mais Didier, il faut quand même intégrer dans l'analyse que dans 9 régions sur 10, le RDPC n'a pas d'adversaire. Ça veut dire qu'a priori, le chef de l'État n'a pas de raison de s'inquiéter. Non, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il n'a pas de raison de s'inquiéter, puisqu'il n'a pas de menace en réalité. Non, le problème se situe au niveau, de la relation entre peut-être le préfet et les administrés. Le problème ne se situe pas au niveau politique. Non, on a dépassé ça depuis, mais le problème maintenant c'est au niveau du préfet et puis des élus locaux. Donc je connaissais un peu comment l'homme fonctionne, le code de Biya, ce mouvement-là n'est pas un hasard. C'est votre lecture aussi, oui, Charles Dicam? Je partage cette lecture. Pourquoi seulement 18 alors? Ben écoutez, peut-être que ce sont les 18 qui interrogeaient, oui. Mais je partage la lecture de Didier Impois, savoir que ça n'est pas tant l'aspect politique, mais c'est plutôt l'aspect social, c'est la relation du préfet avec les administrés et avec les élus locaux. Absolument. Probablement qu'il a... Avec les élus locaux? Oui, bien sûr, oui. bien sûr. L'élu local a en la matière son mot à dire, donc je pense que c'est peut-être dans cette optique-là. Mais ça n'est certainement pas le fruit du hasard. Ce monsieur ne fait rien par hasard. Joseph Espoir Bion, pour vous? Pour moi, je vais vous demander pourquoi seulement 18 sur la cinquantaine. Pour moi, c'est Alain Outou, le président de la République, de par son ministre de l'administration territoriale, a la liberté de décider de changer un seul préfet. De laisser que c'est un peu comme dans le secteur que vous maîtrisez, l'enseignement. Si le ministre Nalova sort comme ça, il décide de bouger 10 proviseurs sur l'étendue du territoire. On se pose des questions quand même, non? Sauf que bouger 10 proviseurs sur l'étendue du territoire, c'est insignifiant. Voilà. Pour un pays qui a ici, on a 18 sur... C'est 58. Oui. 18 pour 58 sur 58, c'est pas insignifiant, c'est considérable. C'est Jalin, il faut savoir qu'il y a plusieurs paramètres pour changer des personnes. Oui. On peut les envoyer quelque part parce qu'on a quelque chose d'objectif à réaliser à cet endroit. Ils vont en mission. Oui. On peut estimer que le préfet Djouvry, par exemple, a une certaine expérience, une certaine expertise, qu'il peut mieux gérer des crises. On décide donc pour cela de l'envoyer dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, par exemple. Dans le Lyon et Kelly, oui. Donc, je voudrais en fait... Le NEC, on a vu, le NEC, Lyon et Kelly. NEK, l'abréviation Lyon et Kelly. Le préfet du Lyon et Kelly, pour le moment, je pense qu'il fait très bien son travail. C'est pour ça qu'il est resté en poste. Je n'ai pas envie trop de commenter là-dessus. Le préfet qui m'intéresse, c'est le préfet de ma circonscription, c'est celui du Vouri. C'est pour ça que j'ai pris son exemple. Mais le sous-préfet s'en va, sous-préfet de la secrétaire. Il a une promotion. Je crois que pour partir de sous-préfet à secrétaire général de la région, ça devrait être une promotion. Donc, je continue de penser que le président de la République est dans le secret de ses choix. Et que le moment venu, il continuera à faire comme d'habitude, à avoir l'exclusivité de ses choix, dans la discrétion de ses choix. Et je pense pour le moment que s'il a choisi de bouger seulement 18, même demain, il peut signer un avenant. Il peut signer un avenant. On a déjà vu ça. Au Cameroun, il n'y a rien de nouveau. Que les autres ne doivent pas crier.
Ils sont pas encore à l'abri. C'est Ça peut Jalais. arriver avec le président Biya. C'est Jalais, le président de la République est capable de faire une nomination aujourd'hui. Oui. Un jour après, il refait l'autre. Donc, moi, je dis un truc, je vous prends un exemple. Il y avait à l'époque un sous-préfet en Gambais qu'on avait nommé secrétaire général à la communauté urbaine de Limbé. Il est resté en poste comme sous-préfet. Il n'a pas bougé, bien qu'il avait été nommé. Son décret, tous les documents étaient là, il était nommé là-bas, mais il est resté sous-préfet, il a été maintenu. Donc rien ne vous dit que les 18 qui ont été nommés vont vraiment partir. Pour le moment, on croise les doigts et on voit ce que le gouvernement va faire de ces nominations. Voilà une autre virgule avec le militant écologiste. Nous avons sur ce plateau, on a vu en page magazine cet élément qui nous vient de notre correspondant local, Eko Kalobé. Il parle de l'envahissement du lac Oussa par la Salvania molesta. Oh oui, c'est une plante envahissante comme la jacinthe d'eau. Hein. C'est le résultat des phénomènes d'eutrophisation qui entraînent malheureusement de tuer presque tous les fleuves chez nous. L'Oignon, par exemple, aujourd'hui, est asséché à côté de la jacinthe d'eau. Je félicite beaucoup ces jeunes-là qui ont trouvé une solution naturelle, c'est-à-dire valoriser. J'ai suivi là la fabrication du charbon écologique à partir de cette plante envahissante. Mais moi, je pense qu'il faut agir en amont. C'est-à-dire il faut dire aux populations que c'est leurs déchets, soit les eaux usées, soit les déchets biodégradables, qui jettent dans ce lac-là, qui, en transformant l'aspect physique ou bien chimique de ce lac, c'est cette transformation qui entraîne cette eutrophisation. Donc il faut expliquer aux populations que dorénavant, elles ne doivent pas transformer ce lac en une poubelle aquatique. Donc, et puis c'est très bien ce que je regarde là, lorsqu'un exemple comme celui-là vient des jeunes. Ok. Guillaume Fonga, vous voulez apporter une précision, c'est quoi? Oui, une précision pour dire que vous savez, des fois, des gens écoutent et entendent ce qu'ils veulent. Oui. Il faut restituer la vérité pour dire que c'est exprès qu'on n'a pas voulu donner certains noms pour ne pas jeter les gens en pâture et remuer le couteau dans la plaie. Il y a des circonscriptions où les conseillers ont choisi des candidats pour les régionales qui ont même allé aux élections. Ils ont remporté l'élection et arrivé à Yaoundé, on a enlevé leur nom. C'est pas parce que, pour des raisons que personne ne maîtrise, le parti a estimé que cela ne pouvait pas représenter la région pendant les élections. Et on ne peut pas, objectivement, parler de démocratie dans ces conditions-là, où les conseillers s'asseyent, se réunissent, choisissent un candidat, ou choisissent des candidats, et quand la liste arrive au comité central, les noms sont retirés, ce n'est plus le choix. Ce n'est plus le choix fait par les conseils. À partir du moment là, on peut pas constater. On n'a jamais que des électeurs qui votent. Donc, il faut que les gens comprennent, écoutent pour répondre, écoutent pour comprendre, pas pour répondre. Et c'était bien à préciser, c'était bien à clarifier que beaucoup de conseils aujourd'hui sont frustrés parce que aujourd'hui, on a commencé par rejeter les candidats qu'ils ont choisis eux-mêmes à la base. Le premier crime. Deuxième crime, on va leur imposer désormais les présidents de région qui n'ont jamais choisi. Donc c'est un double crime contre la démocratie. Ils vont souffrir dans leur chair et ils vont accepter ça et ils vont peut-être vivre ça en victime résignée. Je voulais quand même noter dans le journal, j'ai remarqué, c'est important de le dire, ce ouf de soulagement que connaîtront les populations de Mbanga. Je pense que c'est le type de sujet qu'il faudrait avoir plus souvent. Donc, ils ont vécu 10 ans, ce qui est vrai d'ailleurs, nous connaissons un peu cette localité-là. Vous parlez de Mbanga, on vous comprend. Voilà, donc les gens ont vécu 10 ans, ça. Vous êtes l'eau, c'est la vie. C'est un plaidoyer pour l'homme. Non, du tout. Vous avez vécu vous êtes l'eau, c'est la vie. Je ne prêche pas un converti. L'eau, c'est la vie. Tout à fait, quoi. Et donc, vivre 10 ans sans eau, je crois que ces populations ont fait preuve d'un stoïcisme indescriptible. Mais Guy, moi je pense que il y a une manière, il faut qu'on se mette durablement, si tu permets la tautologie, dans le développement durable. Aujourd'hui, comme ailleurs, dans d'autres pays, on recycle les eaux usées pour conserver les eaux douces, parce que tous les experts du monde nous disent aujourd'hui que demain, la cause de la Troisième Guerre mondiale, ce sera l'eau douce. Et puis l'Afrique, le continent africain,
a les réserves de près de 60% de l'eau douce dans le monde entier. Donc moi je pense qu'il faut y penser, parce que ces eaux usées, on peut facilement les recycler et récupérer 45%. Et pour utiliser à d'autres fins, nettoyage, arrosage des jardins. Il faudrait que les maires, les élus locaux se mettent dans cette vision de durabilité. Et je pense qu'il faut remettre les citoyens au centre du jeu politique. C'est d'ailleurs un des leitmotifs, c'est un combat que nous allons mener parce qu'il ne faut pas que ça reste dans les effets d'annonce. Oui. On a mis les caméras, on a filmé. Parce que les eaux que nous rejetons ils ont là, fait le show à la une grosse télé, perte. ils sont repartis. Je vois que le budget de la mairie de Manga c'est 634 millions. On l'a vu tous au journal. Et ça paraît très beau, très joli. Il faut effectivement, nous allons suivre ça de très près dans les semaines à venir. Voici effectivement, après avoir souffert 10 ans durant, si dans les semaines qui arrivent, les populations auront effectivement l'eau tel que ça a été annoncé, on va regarder ça de très près, que ça ne reste pas simplement dans les effets d'annonce pour essayer de distraire l'opinion publique. On va veiller à ce que ce soit, qu'on passe la parole aux actes, parce que l'eau c'est la vie. Je veux Espoir Billon pour mardi. Vous voulez voir à la tête des exécutifs régionaux de nouveaux visages, des jeunes, ou bien ces personnes-là qui ont déjà, comme disait quelqu'un, ont déjà roulé leur bosse, mais qui ont quand même l'expérience, une certaine expérience, on va le dire. J'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui est important pour le Cameroun? Oui. Je pense que ce qui est important pour le Cameroun, c'est qu'on ait à ces postes des compétences avérées, mais qu'on donne la chance à la jeune génération de pouvoir mieux apprendre pour que le moment venu, ils puissent aussi occuper ces postes avec suffisamment de compétences. Ils vont apprendre dans le bureau ou bien à la tête. Je peux vous assurer une chose, ces gens-là autour, j'apprends énormément aux côtés de M. Richard Fungo à la mairie de Douala 5e. J'apprends beaucoup de choses tous les jours. Parfois, il m'arrive de me poser la question si j'étais maire. J'aurais été vraiment à la hauteur. C'est normal, il faut être un humain, il faut être suffisamment humble pour reconnaître qu'on ne connaît pas tout. Et je crois que Donc le votre cas, poste de maire adjoint, ça vous fait du bien, quelque part. oui, énormément. J'apprends énormément. Et je me dis, si après... En 2025, Joseph Espoir peut-être Billon, en 2030, maire, peut-être il en n'y aurait 2030, pas de problème. peut-être en 2030, Oui. peut-être en Parce que 2035. vous serez passé par le poste d'adjoint. Peut-être qu'en 2025, j'aimerais voir un jeune comme moi avoir aussi la chance de devenir adjoint au maire. Vous savez, on a passé le temps à tirer sur le président Paul Biya en disant qu'il a occupé ce fauteuil et qu'il l'a partagé avec personne. Si je vais être cohérent avec ceux qui le disent, j'ai envie qu'en 2025, je me retire pour donner la chance à un jeune comme moi d'être à ma place aussi, d'occuper... Pour revenir en 2030 ou en 2035. Ou alors aller vaquer à d'autres occupations, à faire quelque chose de mieux. Le triomphe modeste, donc on pourrait dire que vous manquez d'ambition. Je ne veux pas... en 2035. Je ne veux alors pas... que les espoirs semblent être misés sur vous, mais je ne veux on peut pas... dire que vous manquez d'ambition. Je ne veux pas que mon ambition soit démesurée. Je ne veux pas penser à moi, je veux penser à mon pays. Et je pense que si aujourd'hui au Cameroun, tous les Camerounais pensaient à se faire substituer, on aurait beaucoup de compétences à beaucoup d'endroits. C'est pour ça que lorsque vous voyez quelqu'un être ministre pendant 50 ans, est-ce que c'est quelqu'un qui a décidé de le maintenir? Quand vous voyez quelqu'un être député pendant 50 ans, quand vous voyez quelqu'un occuper une fonction éternellement, vous vous posez la question si dans ce pays, il n'y a personne d'autre qui pouvait l'occuper. Et à un moment, c'est enlaçant. C'est fatigant, général. Vous ne pouvez plus réfléchir. Vous n'avez plus la même motivation. Je vous dis, la première fois que j'ai mis mon pied à la mairie, je me suis posé la question si c'était vraiment la mairie là-bas. J'étais tout ébloui. C'était comme quand j'avais eu mon bac. J'étais content. J'avais envie de prouver que je peux faire quelque chose de nouveau. Mais c'est juste un temps de désillusion. Vous revenez sur terre, vous vous rendez compte que c'est difficile. Il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre. C'est pour ça qu'on s'entoure des expertises comme Didier Yimkwa, comme tous ces autres experts qui accompagnent. Parce que moi, je suis chargé de l'environnement. Et je me fais entourer par beaucoup de personnes qui ont une expertise. Même les chefs de service qui sont là, tous ces autres gens qui vous conseillent, qui vous disent ce qu'il faut faire. Et le moment venu, lorsqu'on va vous dire, voilà le bateau Cameroun, gérez-le, ben vous aurez l'expertise nécessaire pour pouvoir le faire. C'est pour ça que je veux dire aux gens. C'est vrai, ceux qui sont... c'est la première fois qu'on est des exécutifs régionaux. Peut-être qu'on a peur de les confier aux gens qui n'ont aucune expérience. Parce que quel est le risque qu'on prend en décidant de confier toute une région comme le littoral à un immature comme Joseph Espoir Billon? Vous savez, je suis tellement habitué au mot immature que j'aime souvent le ramener régulièrement. C'est pour ça que on va... Même si par ailleurs on a pris pour exemple chez vous Macron. Je voudrais dire une chose. La maturité ne se quantifie pas sur
le fait qu'on parle bien, ou qu'on a posé les bonnes actions, ou qu'on a fait ceci. Bref, ceux qui savent en quoi ils mesurent leur maturité, ils se le savent. Pour le moment, moi je suis Joseph Espoir Billon, fier de l'être, et je ne compte pas changer, ni en bien ni en mal. Je vais rester tel que je suis. Moi j'avais envie de dire, Serge Alain, qu'en réalité, il est bénéfique pour les exécutifs régionaux qui arrivent, qu'on nous mette des gens compétents, et à côté de ces gens compétents, on met des personnes qui vont venir apprendre à travailler. Ce qui fera que au prochain mandat, on aura des gens plus outillés. Quand vous avez un ancien gouverneur qui a été gouverneur pendant longtemps, c'est clair que s'il est président régional, c'est un administrateur civil hors échelle. Vous imaginez il est mieux outillé, et je pense que les rapports d'un ancien gouverneur avec un gouverneur, oui. Oui, ce sera comment convivial. Je vous prends un exemple, je vous prends un exemple, à la mairie de Douala 5e, le 3e adjoint au maire, le maire Tamandio Janou, il a été sous-préfet à la commune d'arrondissement de Douala 5e. Aujourd'hui, il est 3e adjoint au maire, dans le même arrondissement, et ses rapports avec le sous-préfet sont même plus agréables que Joseph Espoir Billon avec ses sous-préfets, parce qu'il a été sous-préfet dans le même arrondissement, il connaît les réalités de cet arrondissement, et lorsque le sous-préfet est parfois en difficulté, il se rapproche de son ancien collaborateur qui connaît très bien les archives de son arrondissement et il l'aide. Je crois qu'un gouverneur, quelqu'un qui a été gouverneur dans la région du littoral, sera encore plus à l'aise à être président de région. Je n'encourage pas. Pour le moment, je dis, nous sommes en train de mettre en place. Nous sommes en train de mettre en place. Ou un ancien délégué comme ton nous sommes en train de mettre en place au Cameroun des structures qui n'existaient pas. Pour le moment, on ne peut pas prendre le risque de les donner aux gens qui n'ont pas suffisamment de compétences. On les donne d'abord à ceux qui ont déjà géré quelque chose de presque similaire. Et on met à côté de ces personnes des gens qui viendront pour apprendre. Et après plusieurs mandats, c'est clair qu'on va écrire des livres pour mieux gérer ce genre de structure. Moi, je suis pour qu'on garde les anciens. Oui, si la gestion de ces anciens, de ce qu'ils ont eu à gérer était bonne, je pense que ce que vous venez de dire aurait son sens. Mais malheureusement, ils ont participé à l'échec que nous connaissons tous. Parlons plutôt d'expérience, et parlons pas de compétences. Malheureusement, c'est ça le souci. Maintenant, comme vous dites, c'est une nouveauté que nous découvrirons tous, même si je pense que c'est un bébé mort-né. On verra ce qu'ils en feront et on en tirera expérience. Ça n'est que 5 ans. Il faut déjà qu'on leur donne les moyens de leur politique. C'est déjà de ça qu'il est question. Espérons qu'ils auront les moyens de leur politique. Le tout n'est pas pour eux d'avoir occupé des postes. Les populations attendent quelque chose. On leur a promis que cette décentralisation améliorera leur quotidien. Donc c'est d'eux qu'il s'agit en priorité. Gervais Fongan, on devrait faire avec les mêmes pour vous? Non, moi je voulais. Non, on devrait recommencer avec les mêmes? Pas forcément. On peut extraire la bonne graine de livret, c'est pas impossible. C'est pas tous les anciens qui sont mauvais. Et j'ai eu un peu de mal à cacher mon inconfort en écoutant le discours un peu angélique du maire Billon. Parce que la vérité, on voit bien à l'épreuve des faits que si le premier critère était la compétence et l'expérience, il y a plein de gens qui auraient été retenus dans cette élection que le problème ne se poserait pas. Donc il y a d'autres logiques totalement surréalistes et sous-jacentes qui ont motivé le choix. Vous aimez parler du cas littoral, hein? Oui, vous aimez parler du littoral, là, Gervais Fongan, on vous voit venir. Oui, il n'y a pas que le littoral. Ce que je dis est vrai pour délégué Tonin, ce que je dis est vrai pour Joseph-Antoine Bell, ce que je dis est vrai pour Jean-Péa Yondog, ce que je dis est vrai pour Débéillé, etc. Donc ils sont pleins comme ça qui ont des faits d'armes, qui parlent pour eux, à leur place, qui n'ont pas été retenus à la base. Non, les candidatures n'ont même pas été retenues. Et parmi eux, vous en avez qui avaient été choisis par les conseillers comme devant porter la liste. Donc si c'était vraiment les hommes consulats, on peut les déporter dans les différentes régions du Cameroun. Donc si le critère de base était l'expérience ou la compétence, eh bien il y a des gens qui font autorité dans leur domaine, qui sont des managers accomplis, qui ne devraient pas en principe être écartés de des régionaux. De tous les noms que vous avez cités, là, j'ai retenu Perial Nyodok. Bah, je peux le footballeur, c'est fait d'armes, c'est quoi? Non, je vais dire que... L'autre industriel qui a fermé l'industrie brassicole, c'est fait d'armes, c'est quoi? Je peux citer des exemples dans plein d'autres régions, mais on est d'accord. Ce n'est pas le débat. Je voulais simplement noter avec vous que le critère de base n'était pas la compétence ou l'expérience, parce que ça paraissait totalement surréaliste. Il y a les anciens qui peuvent revenir. On a évoqué tout à l'heure le cas d'André Siaka, qui est
un manager accompli qui peut apporter des choses intéressantes pour la région de l'Ouest. Je veux dire qu'il peut aujourd'hui, un monsieur comme André Chaka, il a avec le Carnet d'adresse. non seulement Roudaf, non, il y a les brasseries avec son passage aux brasseries est marqué pour lui. du marque indélébile, ça parle pour lui. Après ça, il y a Roudaf. Il y a des gens comme ça qui sont les managers. Il y a le GICAM que j'ai oublié. C'est vrai que même moi au brasserie, je ferais mieux. Hein, Voilà, parce que les Camerounais boivent toujours la bière. Donc il y a le difficile GICAM, de mal travailler au il y a brasserie. le GICAM. Donc je vais dire que il y a des personnes comme ça, des anciens peuvent revenir et qui soient utiles aux autres. Donc on peut, de manière objective, réussir quand on est sérieux et rigoureux, capable d'extraire la bonne graine de livret. Tout à l'heure, je parlais de rédemption, que beaucoup n'aiment pas sur ce plateau. Donc même les anciens qui ont mal fait hier peuvent avoir... Je le dis qu'ils vont continuer à faire mal. Ils peuvent se repentir. Ils peuvent être touchés par la grâce. Voilà, par la grâce. Parce que en fait, c'est tout ce qu'on peut faire, puisque les mêmes qui y reviendront, tout ce qu'on peut faire dans le rapport de force, ils ont, je vais dire qu'ils ont la majorité, ils contrôlent quasiment tout le dispositif. Tout ce qu'on peut faire, c'est de croiser les doigts et d'espérer peut-être réciter une veine. Mais pour vous, une prière ou un rosaire, l'idéal, c'était quand même qu'on ouvre, qu'il y ait la compétition. Qu'on ne parte pas des Yaoundé avec un nom dans une enveloppe. Ça, c'est votre... Pas que pour lui, pour tout le monde, je pense. C'est que ça a été fait avec les maires de la ville. Donc moi, je ne suis pas surpris que le même schéma se reproduise. Non, ce n'est pas surprenant que le même schéma se reproduise. Étant donné que j'ai envie de parler comme les dilettantes, puisqu'après tant de sacrifices, mon effort en vain, je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. Alors peut-être que comme on a été plus ou moins socialisé dans un moule catholique, on peut peut-être réciter un rosaire ou faire une veine, espérer que ceux-là qui sont aux affaires soient touchés par une grâce et qui décident de changer de pensée véritablement aux populations. Parce que quoi qu'on dise, ils contrôlent tout le dispositif électoral, quoi qu'on fasse, ils reviendront aux affaires et on peut simplement espérer qu'ils soient touchés par une grâce et qu'ils décident enfin, avec les régionales, de faire les choses différemment. Mais je pense comme Didier, que ceux qui réussiront seront ceux qui auront la capacité d'aller prendre à l'extérieur ce qui peut apporter un plus. Le carnet d'adresse. Et ceux qui seront soucieux du bien-être des populations. Je voulais te dire qu'on remarque dans ces dires, il contrôle tout le dispositif électoral. Il l'a dit peut-être de manière spontanée, parce que peut-être il l'a pensé. Mais je voudrais que vous compreniez une chose, c'est qu'il contrôle tout le dispositif électoral. Voilà. Lorsque j'ai dit ça, j'ai envie qu'on me jette encore la pierre au-dessus et qu'on me prouve le contraire. Il contrôle tout le dispositif électoral. C'est exact. Et lorsque tout le dispositif électoral est contrôlé par quelqu'un, je veux qu'on parle de démocratie dans ce pays-là. Je veux qu'on continue à me lapider parce que j'ai commis la bêtise de demander, dans le sens de la réconciliation, c'est l'idéologie de mon parti, réconcilier, dans le sens de la réconciliation, j'ai commis la bêtise d'oser demander pardon à quelqu'un que j'estime n'avoir pas compris lorsqu'il disait que les autres d'en face contrôlent tout le dispositif. Non, la proposition n'était pas bien formulée. Lorsque j'ai pensé, et avec suffisamment de recul, que ces gens-là contrôlaient tout le dispositif électoral, j'ai regretté de n'avoir pas écouté celui qui a toujours dit qu'il contrôlait tout le dispositif électoral. Il a toujours dit tout ce que nous aurons fait est contrôlé totalement par les autres et c'est eux qui décideront. Si on dépose 58 candidatures dans les 58 départements, ils choisiront d'annuler 30 et nous laisserons avec 28. Ils contrôlent tout le dispositif électoral. Au Pakistan, on sait pas qui vous parlez. Non, je ne parle de personne. Je ne parle de personne. Mais je voudrais quand même ici que les téléspectateurs qui nous écoutent comprennent que dans notre pays, il y a quelqu'un qui contrôle tout le dispositif électoral, qui décide de qui va gagner. Pour le téléspectateur du Pakistan, il ne sait pas de qui vous parlez. Je ne m'adresse pas aux téléspectateurs du Pakistan. On nous regarde partout. Je m'adresse aux téléspectateurs camerounais et qui savent qu'au Cameroun, aujourd'hui, il y a un parti politique qui contrôle tout le dispositif électoral, qui décide d'annuler les listes de candidatures là où ça l'arrange, comme c'était le cas dans le Yon-Ekele, si vous voulez que je parle plus clairement. Le Yon-Ekele a 10 arrondissements et il avait déposé 10 candidatures dans les 10 arrondissements, sauf que celui qui contrôle tout le dispositif électoral avait décidé d'annuler 3 arrondissements sans
la vie de personne et de permettre au PCRN, par pitié, d'aller compétir dans 7 autres. Oui, et dans les 7 autres, il a coupé. encore trouvé un mécanisme qui lui permettait de prendre 2, ce qui l'assurait déjà sa victoire au régional. Voilà. Dans tous les cas, dire qu'on a constaté que ces gens contrôlent tout le dispositif électoral nous suffirait pour qu'on soit lapidé ou alors pour qu'on soit pendu. J'ai envie de dire adieu, prends-moi maintenant, parce que je trouve que je n'ai plus rien à faire. Merci. Guy Awangui. Je voulais dire oui, pour sortir. que Joseph Espoir Billon est l'illustration parfaite de la démocratie. Sans la démocratie, il ne serait pas maire. Et puis je voulais aussi dire à mon très cher frère Fongan que le RDPC est libre de faire ce qu'il veut, choisir entre investir ses candidats et passer par l'élection. Il est libre. Et Vous parlez pour eux, ils disent qu'ils ne viennent plus ici. Hein. Vous oui, êtes... non, parce qu'on n'a pas du RDPC ici. Ah, Et puis moi, je voulais le reprendre parce qu'il a utilisé... Vous parlez en leur nom? Non, je parle par leur nom. Je n'ai pas... Non, laisse-moi parler. Laisse-moi... Laisse-moi parler, parce que tu as utilisé les mots très durs. Tu as parlé de crime. Ce n'est pas un crime. Investiture ou bien élection, ça se voit partout. Il y a même des linkages. C'est-à-dire, on prend 50% investiture, 50% élection. C'est des formes. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, n'est-ce après l'élection des présidents régionaux. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse tous les Camerounais. C'est ça qui nous intéresse tous les Camerounais. Et je voudrais prendre un exemple. Est-ce que tu sais, ou bien, que toute la grande région du Nord n'a pas de lumière? Or, nous avons le solaire. 10 heures d'ensoleillement par jour. Vous avez l'électricité 24 heures sur 24. Mais les gens préfèrent, ils ont appelé ça une connexion, je ne sais pas quoi, aller prendre les thermiques à Yaoundé pour l'électricité dans le Grand Nord. Et vous savez combien ça coûte par jour? Or, c'est ce genre de choses, ce genre de choix que nous ne voulons plus lorsqu'il y aura Et Didier, il y a un exemple. régionaux. Il y a un exemple tout près Plein. au Tchad où ils se sont mis résolument au solaire et Voilà. croyez-moi, ils s'en sortent très bien et à moindre Vous coût. comprenez? Voilà, merci. Non, je pense que... Merci, rapidement. On arrive au terme de l'émission. Il faut Didier. qu'on compte sur ces grands fonctionnaires-là, parce que ils doivent aller la région, c'est la fonction publique locale. Ok, Donc, merci. on doit compter sur eux pour qu'ils mettent sur pied, pour qu'ils mettent les premiers jalons de ce fonctionnement, de cette fonction publique-là, pour préparer à la génération future. Merci, de ne pas merci avoir assez de Didier problèmes. Imkwa, merci Charles Ndikam, merci Guy Hervé Fongan, merci à vous également Serge Espoir, Joseph Espoir Billon, monsieur le maire. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine. On se donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir à tous les Camerounais qui attendent la carte nationale d'identité et qui ont des récépissés depuis des mois. Bonsoir à vous.